C'est une commission d'enquête qui a fait beaucoup parler d'elle, celle sur l'attribution des canaux de la TNT. Initiée par le député de la France Insoumise Aurélien Saint-Toul, la commission avait pour but de mettre le doigt sur le dysfonctionnement et les améliorations à apporter sur nos chaînes gratuites. On peut être français en mangeant du couscous? Ah, mais bien sûr. Donc ne parlez pas de pluralisme, s'il vous plaît. Ce sont des minables. Voilà, je le dis là, ces gens-là sont des minables. Une commission qui a vu passer les grands patrons des groupes audiovisuels ou encore les animateurs et journalistes stars de ces grandes chaînes. Ce mardi, un rapport est venu conclure les auditions de la commission. Blast vous résume ce qu'il faut en retenir. Près de 20 ans après le lancement de la TNT, l'Arcom a lancé le 28 février 2024 un nouvel appel aux candidatures qui remet en jeu les autorisations des 15 chaînes nationales arrivant à échéance en 2025. Parmi elles, 3 chaînes qui posent question. C8, CNews, du groupe Canal+, qui sont détenues par celui qu'on ne présente plus, Vincent Bolloré, multimilliardaire, grand adepte et propagateur des idées d'extrême droite, et BFM TV, nouvellement acquise par Rodolphe Saadé, grand ami d'Emmanuel Macron. Tout d'abord, le rapport met l'accent sur un point important de ces chaînes de télé. Elles sont globalement déficitaires. Si BFM TV est légèrement bénéficiaire, ce n'est pas le cas de C8 et CNews, les chaînes du groupe Bolloré. Par exemple, C8 perd chaque année 20 millions d'euros. Patrick Evenot, agrégé et docteur en histoire et spécialiste des médias, est revenu sur ce modèle unique lors de la commission. Je voudrais reparler un peu des problèmes économiques, puisque je suis historien économiste d'abord et avant tout. Alors le modèle des chaînes de la TNT gratuite, c'est un modèle qui n'existe pas en dehors des groupes. Il faut être clair, c'est ainsi fait, mais comme vous avez 1, voire 2, à la limite 3% d'audience, vous ne drainez pas suffisamment de publicité pour faire une chaîne de télévision gratuite. Pour ce qui est des chaînes gratuites du groupe Canal, j'ai globalisé pour 2022, dernière année où les chiffres d'affaires et les bénéfices sont connus. En 2022, chiffre d'affaires de ces 3 chaînes réunies, 157 millions d'euros. Résultat net, moins 48 millions d'euros. C'est-à-dire un tiers du chiffre d'affaires en déficit. L'année précédente, c'était encore pire, 58 millions d'euros, et en 2020, c'est 68 millions d'euros. Petit à petit, il se rapproche, mais vous voyez que ça perd beaucoup d'argent et depuis beaucoup de temps. Ce n'est pas grave, puisque c'est Canal+ qui paye. Canal+ ferait, sans les chaînes gratuites, plus de 600 millions d'euros de résultats nets. À cause des chaînes gratuites, il fait un peu moins de 550 millions d'euros de résultats nets. Donc Canal+ perd 50 millions d'euros de résultats nets qui se remontent à Vivendi, qui remontent à Bolloré, puisque c'est Vincent Bolloré qui est propriétaire de cet ensemble. Un actionnaire ordinaire aurait fermé depuis longtemps toutes ces puits sans fond, d'un point de vue économique, mais d'un point de vue idéologique, peut-être que c'est un puits avec un fond qui permet de faire monter une certaine idéologie ou quelque chose, je ne sais pas. Mais alors pourquoi ces hommes d'affaires comme Vincent Bolloré acceptent-ils de perdre de l'argent ? Dans le rapport de la commission d'enquête, on peut lire que les raisons poussant les grands groupes à investir dans ce secteur vont nécessairement au-delà de la simple rentabilité économique. Elles leur permettent en effet d'acquérir une visibilité auprès du grand public, ainsi qu'une indéniable influence dans le débat public. Éric Darras, directeur de Sciences Po Toulouse, lui aussi auditionné, pousse l'analyse un peu plus loin, notamment concernant l'influence sur les politiques que les grands patrons cherchent à obtenir à travers ces chaînes. Oui, peut-être on n'a pas parlé d'une particularité française qui est le fait que les chaînes sont possédées par des groupes qui ne sont pas forcément des groupes médias, mais des groupes qui dépendent, qui finalement financent des médias qui ne sont pas viables
économiquement pour des raisons qui ont forcément trait à la capacité d'influence, enfin, et notamment sur les politiques. Et là encore, par comparaison avec ce qui existe à l'étranger, c'est quand même une particularité française. Et la question peut être posée, elle a déjà été posée à plusieurs reprises dans l'histoire de la télévision, hein, depuis le milieu des années 80, hein, de la légitimité, hein, d'entreprises, de groupes qui vivent de marchés publics à bénéficier, à pouvoir simplement bénéficier, oui, de fréquences hertziennes, hein, y compris sur la TNT. Vous l'aurez compris, les patrons des chaînes d'information ne cherchent pas à informer, mais à exercer leur pouvoir d'influence sur les hommes et femmes politiques qui nous dirigent. Voilà. De votre projet politique et idéologique, y en a-t-il un ou est-ce un fantasme ? Mais si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. C'est d'autant plus grave, car la télévision reste le média dominant pour s'informer en France. Selon une étude menée par le ministère de la Culture, 78% des Français utilisent la télévision pour s'informer, contre 29% seulement via la presse numérique et les sites d'information. Et qu'est-ce qu'ils voient à la télé ? Ce que Claire Secaille, chercheuse en histoire contemporaine au CNRS, appelle les toutologues. Ils savent tout sur tout, et pourtant n'ont aucune compétence en la matière. Le problème de donner la parole à un petit peu tout le monde dans cette émission-là en particulier, c'est juste un problème qui relève de la désinformation ou d'un travail un petit peu de mauvaise administration des faits pour se faire des opinions. Je pense que c'est un phénomène qui est un petit peu généralisé, qui permet, en multipliant les canaux et les espaces de débat, ce format parfois plus conversationnel qu'informationnel pour traiter des questions, c'est ce que a produit un peu la TNT, hein, comme ça, parce que ça coûte pas cher, parce que c'est une économie, parce qu'il y a des gens qui ont des choses aussi à promouvoir et à défendre, et que c'est... Voilà, donc des plateaux, des chaînes d'information continue sont un petit peu... aussi à ce régime-là. Ils essayent de faire un travail d'information, certains mieux que d'autres, mais il faut... Ça poserait pas un problème, encore une fois, si tout ça était d'abord et avant tout reposait d'abord et avant tout sur un travail d'administration, des faits honnêtes et réels. Voilà. Après, qu'on en échange et qu'on débatte, qu'on échange des opinions, des luttes d'interprétation, ça c'est la démocratie, c'est très bien, c'est important. Mais c'est quand le problème vient, quand ce travail d'administration des faits n'est pas solidement enraciné, et parfois très malhonnêtement avancé. Exemple, lorsqu'on demande à Raphaël Enthoven, philosophe, qui n'a aucune compétence en droit international, s'il y a un génocide en cours à Gaza. Ces mots, génocide, apartheid, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre de la rationalité dans le débat ? C'est impossible. Quand semble-t-il ? C'est impossible. L'accusation de génocide à Gaza n'a aucun sens. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Autre problème souligné par le rapport, l'emploi excessif d'éditorialistes ou de pseudo-experts dont les chaînes ne précisent pas d'où ils parlent politiquement et qui viennent vous dire ce qu'il faut penser de telle déclaration ou tel fait d'actualité. Il y a un dernier talent important. C'est quoi le sens étymologique de Gabriel dans la Bible ? C'est la force de Dieu. C'est le bras armé de Dieu, notamment pour protéger contre les anges rebelles. Voilà. Il est missionné pour protéger Dieu, c'est-à-dire Macron. Selon RSF, une chaîne comme CNews ne consacre que seulement 13% du temps d'antenne à l'énoncé des faits ou à des sujets qui sont relatifs à des informations d'actualité, le reste n'étant que commentaires. Ainsi, le rapport préconise que les chaînes d'information doivent renoncer à la fonction d'éditorialiste intrinsèquement liée à la presse écrite d'opinion au profit d'experts disposant de compétences et titres pour analyser les faits. Le rapport préconise également de fixer des normes de présentation des personnes intervenant à l'antenne et de leur engagement politique en application de la décision du Conseil d'État du 13 février 2024. Sur ces chaînes, vous l'aurez compris, place à l'opinion et aux commentaires et donc très peu à l'information. On peut alors penser que ce sont des chaînes du secteur privé et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. Eh bien, pas vraiment. Les fréquences hertziennes appartiennent au domaine public. Pire, l'autorisation d'émettre pour ces chaînes est octroyée gratuitement. L'autorité qui est chargée de faire en sorte que ces chaînes respectent un certain pluralisme et ne propagent pas de fake news, c'est l'autorité de la régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom. C'est le bras armé du gouvernement,
puisque son président est nommé directement par le chef de l'État. C'est également elle qui va décider de renouveler ou non les canaux des différentes chaînes de la TNT. Et comme le souligne le rapport de la commission d'enquête, il y a un critère de renouvellement essentiel que l'Arcom devra regarder. Pour un service candidatant à l'attribution d'une nouvelle autorisation après que la sienne soit arrivée à échéance, le respect passé des principes d'honnêteté, d'indépendance et de pluralisme de l'information, de déontologie du journalisme et de représentation de la diversité de la société française doivent être respectés comme mentionné dans la loi du 30 septembre 1986. Pour Marcel Rogemont, ancien député français auditionné, en suivant cette règle, C8 et CNews ne devraient pas être renouvelés par l'Arcom. Enfin, je vois, j'ai regardé avant-hier C8, là, parce que je ne la regarde pas habituellement, Hanouna, là, ou Pascal Praud, qui donne, qui excusez-moi de dire ça, mais qui dit des énormités sur le plan politique. Pascal Praud dit des énormités, et puis il n'y a personne qui est là pour dire non mais attendez, vous déconnez là, c'est ce que vous dites n'est absolument pas étayé, etc. C'est le blabla populiste à fond. Excusez-moi de dire ça, mais c'est comme ça. Et donc si C8 est reconduit, je ne sais pas quand est-ce que ça se termine, cette affaire de convention pour C8, mais si on reconduit C8, c'est qu'il n'y a pas d'Arcom. Pour le moment, l'Arcom fait timidement son travail de régulateur en attribuant quelques amendes. On se souvient notamment des insultes proférées par Cyril Hanouna à l'encontre du député de la France Insoumise Louis Boyard, lorsque celui-ci s'est mis à parler de Vincent Bolloré. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. À part mettre un costume et faire un brushing. Alors toi t'étais où sous le pont d'Ivry quand il fallait aider les migrants ? Je voyais non pas un député, et j'aurais dû, mais je voyais un pote qui me trahit. Ainsi, Touche pas à mon poste a reçu pas moins de 5 millions d'euros d'amende en 2 ans, ce qui ne semble pas gêner le directeur du groupe Canal+, Maxime Saada, et le propriétaire du groupe, Vincent Bolloré. En juin 2018, devant le Sénat, vous dites « Je pense au cas de Cyril Hanouna », on est en 2018, je pense au cas de Cyril Hanouna dont les excès sont connus. C'est aussi ce qui fait son succès. Nous, il se trouve qu'on les aime beaucoup. Au CSA, certains les aiment moins. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à assurer une bonne maîtrise d'antenne ? Je pense que, je rédite ce que j'ai dit, je pense que ce qui fait le succès de Cyril Hanouna, qui je rappelle rassemble à peu près 2 millions de téléspectateurs tous les jours, c'est sa nature, c'est sa spontanéité, c'est son naturel, c'est son franc-parler, et que ça peut donner lieu, quand on est en direct, en effet, et c'est très important le direct, à des débordements, comme celui que vous avez cité, qui nous a valu une sanction. Et que c'est un risque que nous prenons, mais quand on est sanctionné, on se conforme à la sanction. Et comme le rappelait Laetitia Ménassé il y a quelques secondes, c'est très rare quand on voit le nombre d'heures que l'on produit et que le nombre d'heures de Cyril Hanouna, il n'y a pas d'équivalent à Cyril Hanouna aujourd'hui à la télévision. La plupart des émissions sont enregistrées ou avec un léger différé. C'est pas le cas des émissions de Cyril Hanouna. Il est en direct, il prend un risque, nous prenons un risque. C'est ce qui explique son succès et c'est un risque que nous assumons pleinement. Alors, je vais revenir un instant sur le rapport que vous pouvez avoir avec certaines, disons, des incarnations des chaînes que vous contrôlez. Cyril Hanouna dit « Je suis d'une fidélité indéfectible et c'est réciproque, je crois ». Est-ce réciproque ? Bah, écoutez, jusqu'à présent, vous avez remarqué que oui, en dépit d'amendes, en dépit de problèmes, Cyril Hanouna est toujours dans les chaînes. Et je vais vous dire, vous l'avez entendu, tout le monde a envie de le garder. Voilà, donc c'est pas un problème uniquement de la fidélité de moi-même, parce que je redis, je n'aurais pas la possibilité. Maxime Saada vous a dit, quand Vincent Bolloré vous demande quelque chose, est-ce que c'est un conseil ou une instruction ? Il a répondu, je crois, c'est un conseil, grosso modo, et il a dit, est-ce que vous respectez toujours ces conseils ? Il a répondu non. Ce que je trouve d'ailleurs un peu dangereux. Bon, vous me direz, les primes de fin d'année sont passées, mais enfin quand même. Bon. Donc Cyril Hanouna, voilà, c'est son succès qu'il protège. Cyril Hanouna, plus de 2 millions tous les soirs. Il faut vous demander pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions tous les soirs. Avec des sujets qui sont voilà, les sujets de tout le monde, la vérité de la vie en France. C'est comme ça. Le rapport de la commission d'enquête permet donc de dresser un état des lieux plutôt alarmant concernant le paysage médiatique. Face à des chaînes qui n'ont pas peur d'enfreindre les règles de déontologie en propageant des fake news. À quel point la domination financière sur les médias et
sur le monde de l'art, de la musique, pèse lourd. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, tout simplement parce que les contrats s'arrêtent. Au départ, il parle des États-Unis et il dénonce la domination de la finance juive sur les sociétés occidentales. Cette domination, dit-il, empêche les gens d'exprimer leur soutien aux Palestiniens. Des insultes. Et ne donnez pas de leçons, et ne donnez pas de leçons, s'il vous plaît. Surtout pas à moi. Surtout pas à moi. Aya Nakamura, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Voilà, je veux bien qu'on passe des heures, mais c'est pas le sujet. Laissez-la tranquille. En revanche, un symbole de plus de la décadence, c'est pas le sujet. Moi, je trouve que si. Voilà. Non, la décadence, là, c'est trop. Là, c'est la décadence. Pardonnez-moi, c'est la décadence. Des idées d'extrême droite. Chacun sait quel combat mène aujourd'hui l'extrême gauche, que ce soit en France ou ailleurs, celui du communautarisme, de l'islamisme, du soutien déguisé aux djihadistes. Bon, vous êtes heureux? Très heureux. Tout va bien? Bah ça va, et vous? Bah moi ça va, moi. Oui, moi ça va. Ça, les audiences sont bonnes? Très bonnes, merci. Le tout au service de milliardaires qui souhaitent simplement étendre leur influence politique.